J'ai remarqué que les devs manquent souvent des concepts de base qui les font stagner. Je sais que le réseau parfois c'est un petit peu obscur, mais si tu connais juste ces 5 concepts, tu pourras level up. Il y a plein de plages différentes avec une explication compliquée pour savoir exactement comment ça marche, mais celles qu'on utilise 95% du temps et qui sont importantes à savoir en tant que développeur, c'est ces 4-là. La première, c'est le /32. C'est une plage d'adresse IP qui commence et finit à la même adresse. C'est-à-dire que là, 1, 2, 3, 4/32, c'est la plage qui commence à 1, 2, 3, 4 et qui finit à 1, 2, 3, 4. Donc elle contient juste une seule adresse. Donc quand on parle d'une adresse, en général, on n'écrit pas /32 derrière, mais parfois dans certains systèmes, certains formulaires, certains outils de cloud, on a besoin de spécifier /32 pour dire que c'est juste une seule adresse. Maintenant, si on utilise /24, ça veut dire toutes les adresses IP qui commencent par 10.0.0 quelque chose. Donc ça veut dire l'adresse IP 10.0.0.1, 10.0.0.2, 0.3, 0.4, etc. jusqu'à 10.0.0.255. Et donc toutes ces adresses IP là, elles sont contenues dans la notation 10.0.0.0/24. Ensuite, pour les plages en /16, c'est la même chose, sauf que c'est juste les deux premiers chiffres ici. Donc c'est 10.0, point n'importe quoi, point n'importe quoi. Et donc, ça veut dire toutes les adresses IP qui commencent par 10.0.0.1 jusqu'à 10.0.255.255. Donc, ça contient même les adresses IP qui sont là-dedans. Et ensuite, on a les /8, où bah là, c'est juste tout ce qui commence par 10, et bah, c'est compris dans la plage. Et donc, à partir de 10.0.0.1 jusqu'à 10.255, 255, 255. Et donc ça, c'est assez rare qu'on l'utilise parce que ça contient 16 millions d'adresses IP. Donc c'est rare qu'on veut faire un groupe avec autant d'adresses. En général, ça, en tant que développeur, on peut en avoir besoin quand on va devoir aller configurer des firewalls, configurer des security groups sur le cloud, des choses comme ça. Et si on ne sait pas à quoi correspond cette notation, et bah, ça peut nous freiner. Une autre chose qui est importante à savoir aussi, c'est faire la différence entre les IP publiques et les IP privées. Une IP privée, c'est quelque chose qui va fonctionner juste dans notre réseau local. Donc tout ce qui est branché directement dans notre ordinateur. Donc évidemment, si je suis en Wi-Fi, c'est considéré comme étant branché directement. Imaginons que j'ai ma box chez moi et que dessus j'ai branché mon téléphone, mon ordinateur et ma tablette. Et ben les trois, elles sont sur le même réseau privé et donc elles ont une adresse IP privée. Et cette adresse IP privée, elle peut pas être accessible depuis l'extérieur. C'est-à-dire que quelqu'un qui est sur Internet pourra jamais utiliser cette adresse IP pour pouvoir communiquer avec moi. Et même probablement que les adresses IP que j'ai dans mon réseau local chez moi, dans mon réseau privé, et ben ça peut potentiellement être les mêmes que tu as chez toi dans ton propre réseau privé et ça dérange pas parce que c'est deux réseaux qui sont complètement séparés. Et donc il y a trois plages d'adresses IP privées à reconnaître. C'est celle qui commence par 192.168, donc c'est un /16, ça veut dire que les deux chiffres derrière, ça peut être n'importe lesquels. Ça, c'est ce qui est la plupart du temps utilisé par les box internet, c'est très probablement l'adresse IP qu'a ton ordinateur ou ton téléphone en ce moment même, et c'est l'adresse IP qui est privée. De la même manière, on va voir les 10.0.0.0, donc ça c'est un /8, ça veut dire que c'est n'importe quelle adresse qui commence par 10, et ça souvent ça va être dans les réseaux d'entreprise que tu vas avoir ça. Et ensuite tu vas aussi avoir les 172.16, .0.0/12. Donc /12, c'est pas tout à fait ce qui commence par ça, c'est-à-dire que ça va être ce qui commence à 16 et qui s'arrête à 31 pour le deuxième chiffre ici. Donc voilà, je vous avais dit qu'il y avait des classes qui étaient pas forcément 8, 16 ou 32, mais la plupart du temps on va utiliser un 24, parfois 32 quand c'est une adresse IP. Donc si vous connaissez ces deux-là, c'est correct. Maintenant, il y a aussi des adresses IP qui sont spéciales, qui sont pas super importantes à retenir à part la première, et ça va être tout ce qui commence par 127. Donc en général, on utilise 127.0.0.1. Sûrement que vous êtes familier avec ça, c'est l'IP localhost. C'est une adresse IP qui est interne à votre propre machine. Donc c'est-à-dire que toutes les machines, que ce soit un téléphone, un ordi, un serveur, il a une adresse IP qui est 127.0.0.1. Et quand la machine communique avec cette adresse IP-là, et ben c'est utilisé pour que deux processus puissent communiquer l'un entre les autres. Donc imagine que tu as une machine ici, et tu as l'adresse ici qui est 127.0.0.1, et ben tu peux avoir un processus ici et un autre processus qui vont utiliser cette adresse IP pour pouvoir communiquer l'un avec l'autre, mais à l'intérieur même de la machine. Donc encore une fois, je ne peux pas accéder à ton localhost depuis ma machine, c'est que dans la même machine. Et comme techniquement c'est une plage d'adresse IP, et ben en fait c'est n'importe quelle adresse. On n'est pas obligé d'utiliser 127.0.0.1, on peut utiliser 127.1.2.3 et ça va marcher pareil. Ensuite on a les 169.254/16, ça c'est bien de le reconnaître. Ça, c'est l'adresse IP que ton ordinateur va automatiquement s'attribuer si jamais il n'y a personne sur le réseau qui lui attribue une adresse IP. Donc, normalement, tu as ton ordi ici, ou ton serveur, ou ton n'importe quoi, et tu as ta box ici, ou ton routeur. Et bah, quand ils sont connectés, ton ordinateur, il va dire, est-ce qu'il y a quelqu'un sur le réseau qui peut me donner une adresse IP? Parce qu'il va pas prendre une adresse IP au hasard, et puis après, foutre la merde d'avoir des dupliqués, et potentiellement piquer l'adresse de quelqu'un, quelque chose comme ça. Donc, c'est ton routeur ici,
qui va après lui donner, il va dire, ok, bah toi ton adresse IP, ça va être 192. Blablabla. Mais s'il y a personne sur le réseau, si par exemple ton câble Ethernet il est débranché, ou que ton routeur il déconne, ou quelque chose comme ça, et bah pour pouvoir quand même démarrer la carte réseau, ton ordinateur, il va automatiquement choisir une adresse IP, et il va la choisir dans ce range-là, qui est dédié à ça. Comme ça, ton ordi, il est sûr de ne pas piquer une adresse IP qui existe déjà. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que si ton ordi ou ton serveur a l'adresse IP 169.254, c'est probablement qu'il n'a pas accès à Internet et qu'il n'a pas accès au réseau, et donc probablement qu'il y a un problème, et que c'est pas juste son adresse IP normale. Ensuite, le dernier plage un peu spécial, c'est le 100.64, et ça, c'est utilisé pour le CGNAT, pour le Carrier Grade NAT, et t'as pas vraiment besoin de savoir ça. Et ça, c'est des adresses IP que tu vas avoir si par exemple tu fais du tethering avec ton téléphone et que tu utilises un réseau mobile, et bah tu vas avoir cette adresse IP là. Ça peut potentiellement être utilisé aussi si tu passes par un VPN. Donc bon, ça c'est pour la petite histoire, mais ce qu'il faut retenir, c'est que toutes ces adresses là et ces adresses là, et bah c'est des adresses IP privées qui peuvent pas être atteintes par l'internet. Et les IP qui peuvent être atteintes par internet, c'est n'importe quelle autre adresse IP. Donc si votre adresse IP c'est 167.6.19.4, et bah ça c'est une adresse IP publique, donc qui est accessible par internet, et donc si tu as accès à internet, tu as accès potentiellement à cette adresse IP si jamais elle veut bien te répondre. Alors qu'une adresse IP privée, bah ça va jamais fonctionner. Ça c'est important à comprendre quand on commence à avoir une application qui est un petit peu distribuée et qui a différents éléments à notre application, et bah notre application elle va être dans un réseau privé, donc elle pourra communiquer avec d'autres machines par ce réseau privé, mais il faut être capable de comprendre la différence entre les adresses publiques et privées. Ensuite, pour le DNS. Donc comment ça marche un serveur DNS? Qu'est-ce que c'est d'abord? C'est simplement un serveur auprès duquel on va pouvoir demander, lui poser une question, lui dire à ce nom de domaine-là, à quelle adresse IP elle correspond. Parce que communiquer par Internet, c'est un peu comme communiquer par la poste. Si jamais je veux envoyer une lettre à mon pote Charlie, si je donne ma lettre au facteur et que je lui dis bah envoie-la à Charlie, il va me regarder bizarre, parce qu'il a aucune idée de c'est où c'est Charlie. Alors que si je lui dis envoie ça à Charlie à 1, 2, 3, rue des Bananes, et ben là, le facteur va pouvoir trouver où c'est. Et ben là, c'est exactement la même chose. Si je veux aller sur serveur.com ou sur cocanine.com ou sur google.com, ben notre ordinateur, il a aucune idée de où envoyer le paquet pour que ça arrive à la bonne destination. Donc les noms de domaine, c'est vraiment juste pour nous, les humains, pouvoir facilement se souvenir de google.com ou cocanine.com plutôt que de devoir se souvenir de 12.64.19.6. Ça serait un peu chiant. Et donc pour ça, on a nos serveurs DNS ici. Donc comme on contacte nos serveurs DNS et qu'on a déjà leur adresse IP, je vais lui poser la question, c'est quoi l'adresse IP de serveur.com? Et il va me répondre, il va me dire, bah, serveur.com, c'est l'adresse 1.2.3.4, c'est un exemple. Et ensuite seulement, je vais pouvoir aller me connecter sur 1.2.3.4 pour aller faire ma requête sur serveur.com. Techniquement, ce qui va se passer sur le capot, c'est qu'on va demander à notre routeur ou à notre box, c'est quoi serveur.com? Notre routeur, soit il a déjà fait une requête DNS pour serveur.com avant, et donc il connaît déjà la réponse, il a gardé en cache, donc il peut nous répondre directement. Donc ça permet d'éviter d'aller refaire tout le temps les mêmes requêtes DNS. Soit il sait pas, et dans ce cas-là, il va aller demander au serveur DNS qui gère la zone .com. Il va lui dire, ok, bah, donne-moi c'est quoi serveur.com. Lui, serveur.com, il sait pas c'est quoi l'adresse IP de serveur.com. Par contre, il sait que la zone autoritative pour serveur.com, c'est ce serveur DNS là ici. Et donc, il va lui répondre l'adresse IP du serveur DNS ici. Et ensuite, on va refaire une requête DNS au serveur DNS qui gère la zone serveur.com et qui va pouvoir nous répondre quelle est l'adresse IP du serveur qu'on a besoin. Mais globalement, tout ça, c'est sous le capot. Si je demande juste à mon DNS c'est où serveur.com, je reçois la réponse. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents types d'enregistrements DNS. Donc, comment je configure mon serveur DNS? Les plus communs qu'on va utiliser, c'est les enregistrements de type A. Et un enregistrement de type A, c'est ce que je viens exactement de vous montrer. C'est quoi serveur.com? Serveur.com égale 1.2.3.4. Donc, c'est très simple. Ensuite, on a les CNAME. Et donc, les CNAME, c'est un peu comme un alias. Ça veut dire qu'un nom de domaine, et ben, en fait, il va pointer vers un autre nom de domaine, qui lui-même potentiellement va pointer soit vers une adresse IP, parce que lui-même c'est un enregistrement de type A, soit c'est un autre enregistrement de type CNAME, et donc du coup, on va sauter comme ça jusqu'à ce qu'on tombe sur un enregistrement de type A. Donc là, si je veux aller sur www.youtube.com, et ben je fais la requête DNS. La requête, elle va me dire www.youtube.com, c'est un CNAME qui pointe vers simplement juste youtube.com. Et donc maintenant, il faut que je refasse une requête DNS qui dise, ok, mais c'est quoi youtube.com? Et ensuite, le serveur va pouvoir me dire, ok, bah, youtube.com, c'est 142.250.69.78. Et ensuite seulement, je vais pouvoir utiliser cette adresse IP pour pouvoir enfin aller sur youtube.com. Il y a d'autres types d'enregistrements DNS qu'on utilise un petit peu moins souvent, mais bon, tant qu'à vouloir level up, autant les connaître. Il y a les enregistrements de type AAAA, et ça, c'est la même chose que les enregistrements de type A, sauf que c'est pour les adresses IP V6. Donc là, un enregistrement de type A, il va nous donner une adresse IP
adresse IP V4, ce qui est toujours le plus utilisé en ce moment. Et si on veut donner une adresse IP V6 à mon nom de domaine, il faut que j'utilise un enregistrement de type AAAA. Ensuite, on a un enregistrement de type MX. Ça, c'est pour les emails, parce que ça, c'est pour connecter notre serveur. Si par exemple, j'utilise un serveur web ou quelque chose comme ça. Mais si j'utilise un serveur de mail, il faut que j'utilise un enregistrement de type MX. Si j'envoie un email à thomas@cocadmin.com, et ben, il y a un enregistrement de type MX pour cocadmin.com qui va renvoyer ces requêtes vers le bon serveur de mail. Parce que c'est pas forcément le même serveur qui gère les requêtes web et qui va gérer les requêtes pour l'email, par exemple. Et ensuite, on a les enregistrements de type TXT. Donc là, TXT, c'est vraiment un fourre-tout. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses différentes qui peuvent l'utiliser. Par exemple, DKIM, DMARC, SPF, c'est des choses qu'on utilise pour l'email, pour être sûr que c'est pas du spam, que ça vient bien du domaine qu'on prétend être. Ça peut être aussi utilisé pour les SSL Challenge. Parfois, quand on fait une demande de certificat SSL ou TLS, et ben pour prouver qu'on a bien le domaine, et ben on va ajouter un enregistrement de type TXT. L'autorité de certification, elle va nous donner une chaîne de caractères aléatoire, elle va nous dire, ok, ben, si t'es bien cocadmin.com, ben, prouve-le-moi, et ajoute un enregistrement de type TXT qui contient exactement cette valeur pour le domaine cocadmin.com. Et comme il n'y a que le propriétaire du domaine cocadmin.com qui peut faire ça, et ben quand je le fais, ça prouve que je suis le propriétaire. Et donc l'autorité de certification, elle est sûre que je suis bien qui je prétends être et me donner le certificat. Si on a des problèmes avec ça et qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe, où arrive ma requête, et ben on peut utiliser l'outil qui s'appelle NSLOOKUP. Et quand je tape NSLOOKUP avec le nom de domaine que je veux regarder, ça va me répondre que pour le domaine google.com, l'adresse IP qu'il faut contacter, c'est celle-là, 142.255, etc. Et là, les IP qu'on voit ici, c'est les IP de mon serveur DNS à moi, à qui j'envoie mes requêtes DNS. Mais donc, mon serveur DNS à moi, eh ben, il va envoyer ça à un autre serveur DNS, qui va envoyer ça à un autre serveur DNS, etc., jusqu'à ce que ça arrive dans le serveur DNS qui gère la zone google.com, qui va lui pouvoir me répondre. Donc tout ça, encore une fois, c'est fait sous le capot. Moi, j'ai juste une requête DNS qui part, et après, ça se débrouille, ça fait ce qu'il y a à faire. Donc ça, c'est pour un enregistrement de type A. Et pour un enregistrement de type CNAME, donc CNAME pour Canonical Name, ben c'est la même chose. Là, c'est à qui j'ai envoyé ma requête. Et ensuite, j'ai reçu une réponse qui me dit, OK, bah, pour aller sur l.cocadmin.com, c'est la même adresse IP que cname.tinyurl.com, et l'adresse IP de cname.tinyurl.com, c'est celle-là. Donc en gros, la chaîne a été résolue automatiquement pour moi. Et donc ça, en gros, c'est le domaine que j'utilise quand je mets des liens dans la description, des choses comme ça, pour pouvoir savoir combien de personnes ont cliqué dessus. Et le service que j'utilise, c'est tinyurl. Et donc c'est comme ça que je peux utiliser ce service-là, mais en ayant quand même mon propre nom de domaine. Et le DNS, c'est pas très compliqué, mais il faut comprendre comment ça fonctionne, parce que, encore une fois, quand on commence à avoir une infrastructure qui se complique un petit peu, si on a plusieurs serveurs, et bon, potentiellement on a plusieurs noms de domaine ou des sous-domaines qui arrivent pas forcément directement sur le serveur qui gère notre application ou notre API. Il y a parfois des intermédiaires, des choses comme ça, et donc il faut comprendre comment le DNS fonctionne, sinon bah, on risque d'être perdu. Ensuite, ce qui peut aider en tant que développeur à savoir comment débugger une application, pourquoi est-ce qu'on a deux applications qui n'arrivent pas à communiquer les unes avec les autres ou des choses comme ça, c'est de comprendre comment fonctionne le protocole TCP pour Transmission Control Protocol. Et en fait, quand je dis TCP, c'est surtout en fait le Layer 4. Donc ça, c'est le fameux graphique qu'on voit à l'école et que personne ne comprend rien et puis on se souvient plus aussitôt qu'on l'a appris. La version simplifiée, c'est qu'il y a différents niveaux dans une couche réseau. Il y a différents protocoles qui sont utilisés pour régler différents problèmes pour qu'un paquet parte d'un endroit et arrive à un autre endroit. Et le protocole TCP/IP implémente ces 7 couches en seulement 4 couches, c'est pour ça que ça devient plus compliqué. Et le protocole TCP, de la couche TCP/IP, c'est un protocole de niveau 4 qui sert pour le transport. Donc c'est un type de protocole qui est un niveau en dessous des protocoles de plus haut niveau, des protocoles applicatifs comme HTTP, SSH, TNS ou des choses comme ça. Donc tous ces protocoles applicatifs ici, c'est une application, un programme qui va les utiliser, alors que tout ce qui est la couche transport ici, c'est plus la couche réseau de notre système d'exploitation qui va gérer ça. Et donc on a nos deux protocoles, on a TCP qui est le plus fiable et qui est le plus utilisé. Donc c'est ce qu'on utilise encore une fois pour HTTP, pour aller sur Internet, SSH pour se connecter à une machine, à un serveur Linux, FTP pour pouvoir transférer des fichiers, ou POP, IMAP pour pouvoir envoyer des emails, des choses comme ça. La plupart des protocoles qu'on a en tête, ils utilisent le protocole TCP parce que c'est un protocole qui est plus fiable. Tous les protocoles où on a besoin de fiabilité, par exemple si on transfère des fichiers ou des choses comme ça, on va être sûr que quand on récupère le fichier, c'est exactement au bit près, exactement le fichier qui a été envoyé. On ne veut pas qu'il y ait des informations qui aient changé dedans. Ensuite, on a le protocole UDP, qui lui va plus être optimisé pour la rapidité, pour la latence.
Donc par exemple, quand on fait de la voix sur IP, bah, on veut que ça arrive le plus rapidement possible. Et s'il y a un paquet qui manque ou deux paquets qui sont pas arrivés exactement dans le même ordre, on le verra presque pas. Donc c'est moins important que le paquet arrive rapidement, parce que s'il arrive pas rapidement, et bah, ça devient difficile de communiquer. La même chose pour les jeux en ligne. Par exemple, je joue à Counter-Strike et j'envoie ma position 50 fois par seconde. S'il y en a un qui manque dans le tas, ça va pas faire une grosse différence. Par contre, je veux que les 49 autres, ils arrivent vraiment rapidement. Et c'est utilisé aussi pour le DNS. Et pour le DNS, c'est pas tant une question de latence, c'est plus que les requêtes DNS sont très courtes. On veut juste récupérer une adresse IP. Les requêtes DNS, elles contiennent très peu de données. C'est-à-dire que je veux aller sur cocaine.com et ensuite ça me répond 1.2.3.4. Et donc, si on a beaucoup d'overhead, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'informations supplémentaires pour pouvoir dire alors ça c'était dans tel ordre, etc., ça peut me faire perdre pas mal de performance pour mon serveur DNS et puis rallonger le temps de la requête. Avec l'illustration ici, on comprend un peu mieux. Quand on est dans TCP, il y a plein de données qui sont rajoutées, plein. On parle vraiment d'un point de vue d'un paquet, hein. Donc là, les headers TCP, ils font entre 20 et 60 bytes, il me semble, et le reste, ça va être des données. Et dans l'exemple d'une requête DNS, les données, elles sont très petites. C'est juste quelle est l'adresse IP de cocaine.com et la réponse, c'est juste 1.2.3.4. Donc la donnée est très petite. Donc j'ai intérêt à utiliser un protocole où le header va être beaucoup plus petit. Comme ça, je vais pouvoir transférer beaucoup plus de données, répondre à beaucoup plus de personnes en même temps. Et puis si jamais il y en a un sur 10 000 qui foire, je le refais, c'est pas si grave. Donc dans le cas d'un transfert de fichiers, si mes datas elles font 1500 bytes, ça me change rien de rajouter 20 bytes avant ici pour s'assurer que c'est exactement les bonnes données qui sont dans mon paquet. Parce que dans le cas, dans l'envoi d'un fichier, s'il y a juste un byte qui change, ça peut potentiellement changer complètement le sens du fichier, il va être complètement corrompu. Donc j'ai besoin d'un protocole qui m'assure que tous les paquets que je vais recevoir, ils sont 100% exacts. Ensuite, on a un dernier protocole qu'on utilise aussi plus pour le diagnostic, qui est l'ICMP. Et donc l'ICMP, c'est le protocole du ping. Et donc pourquoi est-ce que c'est important de savoir ça? C'est que quand on essaie de débugger quelque chose et qu'on essaie d'accéder à un serveur, c'est pas parce que je peux pinguer une machine que forcément je peux accéder en HTTP. C'est trois protocoles qui sont à des niveaux complètement différents. Donc quand on veut essayer de débugger quelque chose au niveau HTTP, il faut utiliser un client HTTP. Quand on veut débugger quelque chose au niveau TCP, on peut utiliser des outils comme Telnet, et l'ICMP, ça va permettre de tester juste ces couches-là. Et donc pour ces deux protocoles, TCP et UDP, on a des ports, c'est les fameux ports qui vont de 1 jusqu'à 65 535. En général, les 1000 premiers, ils sont réservés, dans le sens où sur une machine Linux par exemple, il faut être en route pour pouvoir utiliser ces ports-là. Donc tous les ports qu'on connaît comme 80 pour le HTTP, 22 pour SSH, 21 pour FTP, 53 pour le DNS, etc. Tous ces ports-là, on ne peut pas les utiliser. Ensuite, tout ce qui est au-dessus de 1024, n'importe quelle application peut les utiliser. Donc c'est important de savoir ça parce que, encore une fois, quand on va devoir configurer différents serveurs pour qu'ils puissent communiquer les uns avec les autres, par exemple un back-end avec une API, un front-end avec un back-end, un load balancer avec des front-ends, etc., et ben on va devoir ouvrir le bon port sur le bon protocole, sur le bon groupe de machines. Et donc on a besoin de comprendre les différences entre ces différents protocoles quand il y a quelque chose qui ne va pas pour pouvoir faire des tests, faire des diagnostics et débugger, troubleshooter la bonne chose. Donc les outils qu'on peut utiliser pour pouvoir débugger, par exemple, Telnet, c'est un client TCP. C'est-à-dire que on va pouvoir se connecter sur un port et ensuite faire ce qu'on veut. Parce qu'une fois qu'on a établi une connexion avec une autre machine sur un port, et il faut utiliser un protocole applicatif pour pouvoir faire quelque chose. Envoyer des emails, faire des requêtes web, se connecter en SSH, transférer des fichiers, etc. Et donc Telnet, ça nous permet d'utiliser n'importe quel protocole qu'on veut parce qu'on peut le faire à la main. La plupart des protocoles de base, comme HTTP, l'email, etc., c'est des protocoles qui sont en mode texte, donc c'est un peu comme des lignes de commande qu'on peut envoyer à travers le réseau pour pouvoir avoir le résultat. Donc par exemple, si je me connecte en mode Telnet sur le port 80, je vais me connecter sur un serveur web, un serveur HTTP. Mais si j'utilise manuellement le protocole HTTP en mode texte, je vais pouvoir récupérer ma page web. Je vous montrerai juste après. Si je veux tester la communication entre deux serveurs, encore une fois, la communication au niveau, niveau 2, niveau 3. Le niveau network ne marchera pas si le niveau interface ne marche pas. C'est-à-dire que techniquement, si mon câble Ethernet est débranché, mes protocoles ici, ils vont jamais marcher, quoi. Mais si mon câble Ethernet est branché et que je vais tester que ça fonctionne bien, et je peux utiliser ping pour pouvoir tester que le lien entre les deux machines est possible. Ça ne veut pas dire que je peux communiquer en TCP, ça ne veut pas dire que je peux communiquer en HTTP, mais au moins le lien physique et réseau entre les deux machines fonctionne. Donc pour ça, on peut utiliser ping, mais encore une fois, c'est une erreur que je vois souvent, mais ping et curl, c'est pas du tout au même niveau. L'un peut marcher, mais pas l'autre. Et donc si on veut mesurer par où est passé mon paquet pour arriver jusqu'à ma destination, je peux utiliser traceroute. Et donc là, quand je fais mon traceroute vers google.com, ça veut dire que c'est passé par
cette machine-là, cette machine-là, cette machine-là, etc., jusqu'à arriver vers la machine finale de Google. Donc évidemment, pour pouvoir arriver là, j'ai dû faire une requête DNS en premier pour pouvoir transformer mon nom de domaine en adresse IP. Et si vous êtes observateur ici, cette adresse IP, vous devrez reconnaître que c'est une adresse IP de type CGNAT. Donc c'est une adresse IP privée. Donc ça, c'est sur mon réseau privé. Et ça, pareil ici, 192.168, c'est encore sur mon réseau privé. Et ici seulement, on commence à avoir des adresses IP publiques. Là, j'ai effacé l'adresse IP pour que ça soit plus court, mais ce nom de domaine-là correspond à une adresse IP publique. Donc ça permet aussi de savoir à quel moment mon paquet sort de mon réseau privé. Un autre petit outil que j'utilise tout le temps pour pouvoir savoir ce qui se passe sur une machine, c'est Netstat. Ça, c'est un outil qui permet d'expliquer la plupart des lignes de commande. Si jamais vous voyez une ligne de commande quelque part et vous ne savez pas à quoi elle sert, vous pouvez utiliser ça. Et donc Netstat, -T, donc là il ne sait pas évidemment, mais -T c'est pour lui dire de m'afficher les connexions TCP seulement, parce que je peux choisir les connexions TCP, UDP ou même ICMP. P c'est pour pouvoir lui dire affiche-moi le programme qui est en train de faire cette communication, parce que si ça me dit juste il y a une connexion sur port 62, ça m'avance pas trop, j'aimerais savoir quel programme utilise ça. N, c'est pour lui demander d'afficher les adresses IP, parce que si on met pas N, il va essayer de faire une résolution inverse, et donc à partir des adresses IP, deviner c'est quoi le nom de domaine. Parfois ça peut prendre du temps, donc là ça lui dit juste affiche-moi les adresses IP, essaye pas de faire un truc bizarre. Et L, c'est pour afficher seulement les connexions qui sont en mode écoute, et qui attendent que quelqu'un se connecte. Donc ça veut dire que ça va afficher tous les serveurs qui sont sur ma machine. S'il y a un serveur SSH par exemple, et ben je vais voir une connexion qui écoute sur le port 22. Si j'ai un serveur web, je vais voir une connexion qui écoute sur le port 80 ou le port 443. Donc ça permet de savoir qui écoute sur quel port. Si j'ai un port qui est déjà utilisé par exemple, avec cette commande, je vais pouvoir trouver c'est quel programme qui l'utilise. Au passage, si vous voulez vous amuser avec Telnet, vous pouvez vous connecter sur cette adresse IP qui est ouverte depuis... ça doit faire au moins 15-20 ans que ça existe, et qui est en fait Star Wars en ligne de commande par le réseau via Telnet. Ensuite, HTTP. C'est intéressant de savoir comment fonctionne le protocole HTTP parce que en tant que développeur, c'est quasi sûr que tu vas l'utiliser. Que tu fasses une API ou que tu fasses un serveur web, ça utilise le protocole HTTP. Donc, comment est-ce que ça fonctionne vraiment sous le capot, une requête HTTP? Eh ben, on peut le savoir, on peut le faire nous-mêmes pour pouvoir comprendre comment ça marche. Si je tape Telnet, encore une fois un client TCP, et que je me connecte sur www.google.com sur le port 80. Donc pour pouvoir se connecter sur www.google.com, il faut que ma résolution DNS fonctionne sur mon ordi. Donc je vais faire une requête DNS, recevoir la réponse et me connecter sur l'adresse IP en question. Donc là je fais entrer, ça me dit ok, la résolution DNS déjà elle a marché, donc je sais que le DNS fonctionne. Et ça s'est connecté sur 142.250.69.36, qui est l'adresse IP de google.com depuis chez moi. Là, la connexion est établie. Maintenant, pour pouvoir récupérer la page web de google.com, il faut que je parle le langage HTTP, le protocole HTTP. Et le protocole HTTP, il s'attend à avoir un verbe, donc par exemple get, peut avoir différents verbes, ça peut être get, post, delete, put, des choses comme ça. Le get, c'est juste pour pouvoir récupérer quelque chose. Ensuite, la ressource qu'on veut récupérer. Donc, si je veux la racine de google.com, la ressource, ça va être slash. Techniquement, le serveur web de l'autre côté, donc le serveur web de google.com, il va probablement être configuré pour que la ressource slash, donc la racine, corresponde à index.html. Donc, techniquement, je pourrais aussi demander index.html. Mais probablement que si je le demande pas, le serveur web va me répondre ce fichier-là, parce qu'il va pas me lister ce qu'il y a dans le répertoire route, il va me donner l'index. Ensuite, la version du protocole que je suis en train de parler, pour que le serveur, s'il supporte plusieurs versions, sache laquelle utiliser. Ce qu'on utilise la plupart du temps, c'est HTTP 1.1. Maintenant, HTTP 2, HTTP 3 même, mais si on veut le faire à la main, on utilise 1.1. Et ensuite, ce qui est important, quel est l'hôte ou quel est le site web que je veux récupérer. Donc là, ici, je mets host, google.com. Mais là, on peut se dire, c'est bizarre, t'as déjà dit que tu voulais google.com ici, donc pourquoi tu dois lui répéter que tu veux google.com? Parce qu'en fait, quand je me suis connecté ici, je me suis connecté à l'adresse IP. Et donc le paquet que je vais envoyer, à aucun moment, le serveur de Google, il sait que je veux google.com. Il pourrait assumer que je veux google.com si c'est vraiment le seul site web qui sert, mais la plupart du temps, on va avoir des serveurs qui gèrent plusieurs sites web. Et donc on a besoin de lui préciser quel site web on veut pour que le serveur web il puisse aller chercher les bons fichiers et me les donner. Donc c'est pour ça que là, je dois dire que je veux google.com. Donc là, je fais entrer 2 fois, parce que c'est le protocole comme ça. Et donc là, je viens de récupérer la page web. Donc là, je vois que ça se finit par body/html, qui est la page web de google.com. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si je scroll ici, je vois qu'avant de récupérer la page web, je vois les headers. Donc les headers, ça va être des informations supplémentaires qui sont transférées en HTTP, et c'est là où souvent on va avoir les cookies, on va avoir les différents paramètres de sécurité, des choses comme ça. Et c'est là aussi on a le code de réponse. Donc là il me répond que ok, je continue, je parle bien en HTTP 1.1, et le code d'erreur
de cette page, c'est le code 200. Et le code 200, ça correspond à il n'y a pas d'erreur. Maintenant, si je refais la même chose, et que ici je fais get slash, mais que ici je mets host google.com, et que je mets pas le www, et bien la réponse est différente, même si je me suis connecté au même serveur. Parce que le host que j'ai donné ici, il est différent, c'est celui sans le www. Et donc là, ce que ça me répond, le code d'erreur que ça me répond, c'est un code 301, en fait c'est une redirection, et donc là ça me dit que ce que tu cherches, google.com, et ben en fait c'est pas ici, il faut que tu refasses une nouvelle requête vers http://www.google.com. Et il me donne quand même une réponse, un body ici, pour que je puisse voir visuellement dans mon navigateur qu'est-ce qui s'est passé, parce que mon code d'erreur, il n'est pas affiché dans mon navigateur. Et donc là, ça me dit qu'il faut bouger sur www.com. Et il met même un lien pour m'afficher vraiment si j'ai un navigateur claqué. En théorie, mon navigateur, quand il reçoit un code 301, il va automatiquement aller faire la requête ici vers www.google.com. Et c'est important de savoir ça parce qu'il y a différents types de redirection. Ça n'a rien à voir avec un CNAME qu'on a en DNS par exemple. Ou effectivement, peut-être que l'enregistrement DNS pour google.com est un CNAME qui pointe vers www.google.com, mais c'est différent d'avoir une redirection HTTP, ce qui est une redirection qui est faite par le serveur. En particulier, si vous faites des applications web, c'est important de comprendre la différence entre les deux, entre un CNAME qui est une redirection DNS, qui va juste répondre l'adresse IP d'un autre nom de domaine, et une redirection HTTP qui va renvoyer un code 301 qui va demander au navigateur de refaire une requête HTTP. C'est à deux niveaux de protocole différents. Donc évidemment, ça c'est avec Telnet, pour vous montrer vraiment sous le capot comment ça fonctionne le protocole HTTP, mais il y a un moyen plus simple. Si on essaye de débugger qu'est-ce qui se passe avec du HTTP, on peut utiliser un client HTTP comme curl ou wget, et donc venir ici faire curl. Ça va faire la même chose. Donc curl, c'est un client HTTP, il va se connecter, il va faire la requête DNS, il va se connecter à google.com. Et ensuite, on met "-v" ici pour verbose, pour pouvoir nous afficher les headers et les codes d'erreur, etc. Et si je fais curl google.com sans le www, là, il me dit tout le détail, que Google, ça a été résolu, la résolution DNS, en cette adresse IP. Ensuite, il s'est connecté à cette adresse IP. Il a fait cette requête, que la même chose que ce que je fais en Telnet, sauf que là, ça l'a fait pour moi, vu que c'est un client HTTP. Host google.com, etc. Et donc là, j'ai reçu le code 301 avec la réponse ici. Et si à l'inverse, ici, je viens faire www, et ben là, je reçois ma réponse et je peux aller regarder mon header si je veux, et j'ai bien reçu le code d'erreur 200. Donc curl me permet de faire des requêtes HTTP beaucoup plus facilement, tout en ayant assez de détails avec le mode verbose pour pouvoir comprendre quand il y a quelque chose qui ne va pas avec un serveur web. Et aussi, on voit que là, curl a automatiquement utilisé le nom de domaine en tant que hôte. Quand il s'est connecté, il a dit host www.google.com. Il a assumé que c'était la même chose. Mais avec Antenna Telnet, on peut faire différent si on veut pour pouvoir débugger des choses. Et c'est important de savoir ça parce que ça arrive très souvent qu'on ait des serveurs avec plusieurs sites web dessus ou qu'on ait des load balancers, comme on va voir juste après, qui ont des règles qui redirigent les requêtes vers différents serveurs en fonction du nom de domaine qui a été demandé. Et le nom de domaine, il est demandé dans le champ host. Il n'est pas demandé au niveau de la requête DNS. Ça, c'est le serveur web, il reçoit jamais cette requête DNS. Il sait pas de quel site on parle. Ensuite, le HTTPS peut être intéressant de comprendre comment ça fonctionne. Quand on parle de SSL, c'est l'algorithme de chiffrement, l'ancienne version. Donc quand on parlait de HTTPS avant, on parlait de HTTP over SSL. La nouvelle version, c'est TLS. Donc si quelqu'un dit SSL, techniquement c'est faux parce que maintenant on va utiliser TLS, mais c'est juste, on a gardé l'habitude de parler de certificat SSL par exemple. Et donc ce qui se passe, quand on va sur un serveur web, il peut y avoir quelqu'un qui est au milieu et qui écoute qu'est-ce qui se passe. Donc parce que mon paquet, il passe dans ma box ça va chez mon FAI ça passe dans un réseau, qui va dans un autre réseau, comme on a vu avec Traceroute. Après être passé par 10 000 machines sur Internet, arrive sur la machine avec laquelle je veux communiquer. Donc ça veut dire que ce chemin ici, il n'est pas sécurisé. C'est-à-dire qu'il y a plein d'opportunités pour plein de personnes différentes pour pouvoir écouter le trafic réseau. Et si je me connecte sur un site web, je me connecte sur ma banque par exemple, et que je donne mon login et mon mot de passe, et il y a plein de personnes qui peuvent le voir. Donc c'est pour ça que maintenant la plupart des navigateurs utilisent le protocole HTTPS, et donc c'est le même protocole HTTP dont on vient de parler, c'est juste qu'on l'encapsule dans une couche qu'on va chiffrer, pour que même si quelqu'un arrive à intercepter le trafic, il soit illisible, il ne puisse pas comprendre qu'est-ce qu'on a envoyé. Et donc, pour que le serveur web et que moi je puisse quand même déchiffrer les communications, il faut qu'il y ait un échange de clés. Il faut que moi j'envoie ma clé au serveur web, et il faut que le serveur web, lui, il m'envoie ma clé. Et donc pour ça, on utilise des certificats SSL, certificat TLS. Et le certificat, il permet deux choses. Il permet de chiffrer, donc si le trafic est chiffré, personne d'autre que moi et le serveur peut le lire, et permet d'authentifier.
Parce que quelqu'un pourrait mettre un faux serveur web ici, chiffrer la connexion, envoyer des requêtes, mais comme c'est un faux serveur web, il pourrait déchiffrer toutes les requêtes que je lui envoie, et donc récupérer mon login, mon mot de passe et toutes mes informations. Et donc même si je communique de manière chiffrée avec mon serveur, il faut que je sois sûr que je parle bien au serveur que je veux. Et donc ce certificat ici, il est émis par une autorité de certification qui va s'assurer que ce serveur web est bien le propriétaire de son nom de domaine et lui donner ce certificat. Et donc comme ça, je suis sûr que quand je récupère le certificat de mon serveur web, en tant que client qui me connecte au serveur web, je suis sûr de communiquer avec la bonne personne. Quand je vois le petit cadenas ou la petite clé, que je vais sur google.com, je suis sûr que je suis bien sur les serveurs de google.com, parce qu'il n'y a que Google qui a ce certificat. Ça, c'est le cas tout simple. Mais peut avoir le cas ici où on utilise un load balancer. On va voir juste après comment ça marche, à quoi ça sert. Et un load balancer, il va prendre notre requête ici, et il va les envoyer ensuite vers nos différents serveurs web. Ça nous permet d'avoir plusieurs serveurs web pour avoir de la haute disponibilité, pour pouvoir accueillir plus de charges, plus d'utilisateurs. Ce qu'on fait assez souvent, c'est que on va faire du SSL offloading ou TLS offloading. Ça veut dire que c'est notre load balancer ici qui va gérer la communication en HTTPS. Donc c'est lui qui va avoir le certificat. Et nos serveurs ici, eux, ils vont communiquer en HTTP. Parce qu'en fait, ici, quand on est ici, on reste dans le réseau privé. Donc notre load balancer et nos serveurs web, ils communiquent dans un réseau privé qui n'est pas accessible depuis l'internet, donc il n'y a pas de raison de s'en soucier et de chiffrer le trafic, même si maintenant ça commence à se faire de plus en plus, de chiffrer le trafic interne, donc le trafic des réseaux internes. Mais si on n'est pas à ce point-là parano au niveau de la sécurité, ça permet de sauver pas mal d'argent, de ne pas chiffrer en interne les communications, parce que quand on chiffre pas, on a besoin d'utiliser moins de ressources, moins de CPU, et donc on peut servir plus de requêtes avec moins de serveurs, et donc ça coûte moins cher. Par contre, il faut être au courant que notre serveur web ici, il va pas servir du trafic en HTTPS, il va servir du trafic en HTTP. Et c'est notre load balancer ici qui va servir le HTTP. Et en tant que développeur, c'est important de savoir ça, et comprendre aussi que dans ce cas-là, le DNS, eh ben, il pointera vers notre load balancer, et pas vers nos serveurs web qui, eux, ont des adresses privées que de toute manière, notre utilisateur ne pourrait jamais accéder. Et on a un autre cas ici, où bah là, chacun de nos serveurs a le certificat, mais du coup c'est un petit peu plus chiant à gérer parce qu'on doit avoir notre certificat qui traîne à plein d'endroits différents. Et là, le load balancer, le ici, bah, c'est plus lui qui va gérer le trafic, il va juste rediriger les requêtes à droite ou à gauche, mais c'est un peu plus rare qu'on fasse ça, parce que là, le load balancer, il peut pas voir les requêtes, donc il peut pas être intelligent. Il peut pas dire, ok, bah cette requête, je l'envoie à lui, mais cette requête, je l'envoie à cet autre groupe de serveurs. Mais dans ce système-là, il faut être au courant que bah, notre serveur web, il va avoir un certificat, et que notre certificat soit valide pour le nom de domaine qui pointe vers ce serveur et ce serveur. Donc en particulier, si on est un développeur web, c'est intéressant de savoir ça, même si on fait des API en back-end aussi. Une chose aussi que je vois être un petit peu floue pour les développeurs, c'est qu'est-ce qu'un load balancer? Même si c'est un concept de réseau d'administration système, c'est important de savoir parce que notre load balancer et nos applications ou nos API vont interagir avec. Et parfois, ça a un impact sur comment est-ce qu'il faut coder notre application, donc c'est important à savoir. Donc là, j'ai mis load balancer, parfois on appelle ça aussi un reverse proxy, et si vous êtes dans un endroit où on veut vraiment parler super en français, parfois on appelle ça serveur mandataire. Et donc, l'exemple bateau, c'est ça, c'est que notre utilisateur ici, quand il veut aller sur notre site, notre nom de domaine, il va pas répondre vers nos serveurs directement. Nos serveurs, ils vont être dans un réseau privé, ils peuvent jamais être accédés depuis l'extérieur. On va juste avoir un load balancer ici, qui va être la seule machine à être capable à être accédée depuis l'extérieur. Il est un peu entre les deux, si on veut. Il a à la fois une carte réseau qui va vers l'extérieur, et à la fois une carte réseau qui va à l'intérieur. Et donc, nos noms de domaine pointent vers notre load balancer. Notre utilisateur envoie notre requête HTTP à notre load balancer, et notre load balancer, lui, il va pouvoir choisir sur quel serveur ou quel groupe de serveurs il va envoyer notre requête. Et donc, il y a deux types de load balancer. Tu as les load balancers qu'on appelle parfois les balancers de niveau 4 ou parfois des NLB, et tu as les load balancers qu'on appelle de layer 7, qu'on appelle aussi sur les plateformes de cloud des ALB, Applicative Load Balancer, ou parfois des Smart Load Balancers, qui sont un petit peu plus intelligents que cela. Et à quoi ça correspond ces level 4, level 7? Ça correspond au fameux graphique qu'on avait ici, où le niveau 7, c'est le niveau applicatif, alors que niveau 4, c'est le niveau transport. Donc ça veut dire qu'un load balancer de niveau 4, il va juste interagir avec les informations qu'on a à ce niveau-là, au niveau TCP. Donc dans le header TCP, il y a l'adresse IP de source, l'adresse IP de destination, le port, des choses comme ça. Tout le reste, c'est de la data. Et le load balancer de niveau 7, lui, il va gérer avec les données qu'il y a dans cette partie applicative ici. Donc, ce qu'il y a dans la partie data ici, des paquets. Dans la partie data, eh ben, on va voir notre requête ici. Donc, ça va être, c'est quoi le verbe de la requête HTTP, c'est quoi la ressource à laquelle on va accéder, c'est quoi le protocole, et c'est quoi le hôte, quelle machine on veut accéder. Donc, tout ça, c'est des choses qu'un load balancer niveau 4 ne voit pas, mais qu'un load balancer de niveau 7 peut voir, et donc peut se comporter différemment en fonction de certaines règles. Donc, notre load balancer de niveau 4, l'avantage, c'est qu'il va être très performant parce que justement, il a qu'un tout petit bout
de chaque paquet à devoir inspecter pour pouvoir transférer à un serveur ou à l'autre. Donc là, imaginons ici qu'on a 1500 bytes, bah, il a juste à regarder les 20 premiers pour pouvoir dire « Ok, je l'envoie à gauche ou à droite ». Donc ça prend pas beaucoup de temps, donc c'est très performant. Et c'est très simple aussi parce que bah, il reçoit les requêtes et ensuite il les redirige vers un groupe de serveurs prédéfinis. Mais la plupart du temps, on veut un load balancer un petit peu plus intelligent. Donc c'est là on va utiliser les load balancers de niveau 7. Eux, ils vont aller regarder ce qu'il y a dans la requête. Donc comme on a vu là, le verbe, la ressource et surtout l'hôte. Et donc comme ça on peut lui dire, si tu reçois une requête d'une personne qui veut aller sur fanta.com, et bah tu vas envoyer vers le serveur qui gère fanta.com. Par contre, si tu reçois une requête où le host à l'intérieur c'est coca-cola.com, et bah tu vas l'envoyer vers le serveur coca-cola.com. Donc il va pouvoir comme ça trier les requêtes et l'envoyer sur différents groupes de serveurs en fonction de règles prédéfinies qu'on peut choisir. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il est smart, qu'il est applicatif, qu'il est de niveau 7. Donc l'avantage, c'est que lui, il peut gérer le SSL, parce qu'il comprend ce qu'il y a là-dedans, donc il peut prendre toute la donnée et la chiffrer, rajouter un certificat, etc. C'est plus pratique aussi, parce qu'on peut mettre des règles un petit peu plus intelligentes pour pouvoir rediriger au bon endroit. Par contre, c'est un petit peu plus lent, donc plus lent comparé à un load balancer de niveau 4, parce que bah, forcément, il y a un petit peu plus de travail, il y a un petit peu plus de CPU à utiliser pour pouvoir gérer chacune des requêtes. Maintenant, quand on dit plus lent, un load balancer de niveau 7, c'est quand même 100 fois plus rapide qu'un serveur web à répondre. Parce que notre serveur web ici, il doit faire des calculs, il doit générer la page, il doit interagir avec une base de données, il doit peut-être aller parler avec un serveur de cache, etc. pour pouvoir construire la réponse avant de répondre à l'utilisateur. Alors que le load balancer, lui, il a juste à dire, ok, bah, ça c'est pour qui? C'est pour Fanta ou Coca, bon bah je l'envoie. Bon, c'est quand même 10 fois, 20 fois, 100 fois plus rapide que de générer vraiment la réponse. C'est pour ça qu'on peut avoir un load balancer et d'avoir 10, 20 serveurs derrière sans problème. Donc maintenant qu'on a compris ces différents concepts, quand on a un problème avec le DNS, les outils qu'on peut utiliser pour le débugger, ça va être NSLOOKUP ou DIG. DIG, c'est la même chose que NSLOOKUP, c'est juste un autre outil avec une autre syntaxe. Quand on a un problème au niveau TCP, et ben là, il y a plein d'outils qu'on peut utiliser, donc comme Netstat, comme on a vu ici avant, Netstat. On a SS, qui est un outil très similaire, mais juste une syntaxe différente. Moi, j'aime bien, je préfère Netstat. Ping, qui va être plus pour s'assurer que deux machines peuvent communiquer entre elles, donc plus au niveau du réseau. Et ensuite, on va avoir tous les autres outils ICMP comme Traceroute. Traceroute, TraceRT et TracePath, c'est la même chose, c'est juste que je crois que TraceRT est sur Windows, TracePath est sur Linux seulement, et Traceroute est sur Mac et Linux, ou quelque chose comme ça. Ensuite, on a Telnet. Les exemples que j'ai montrés dans Telnet, c'est des exemples HTTP, mais avec Telnet, on peut se connecter à un serveur mail aussi, si on veut. Et il suffit après de parler avec le protocole mail, donc si on se connecte sur un serveur POP, et ben on peut faire la même chose ici. Si on se connecte sur un serveur FTP, FTP c'est un protocole en mode texte, on peut aussi taper des commandes FTP. Donc Telnet permet de débugger plein de protocoles différents, vu que Telnet c'est un client TCP. Donc c'est-à-dire qu'ensuite le protocole applicatif derrière, c'est au-dessus, c'est à la charge de l'utilisateur. On a Netcat, qui est parfois utilisé aussi, qui est la même chose que Telnet. Et un outil aussi qui peut être intéressant, qui est TCP Dump, qui permet d'enregistrer tout le trafic réseau qui passe et de mettre des filtres pour dire ok je veux regarder juste tel port ou juste telle carte réseau, des choses comme ça, pour pouvoir aussi débugger, savoir qu'est-ce qui s'est passé, si quelque chose bug, je peux voir exactement ce qu'il y a dans le paquet pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Ça c'est quand même un petit peu plus avancé en tant que développeur, c'est assez rare que tu aies besoin de TCP dump, du moins je te plains si jamais tu as besoin. Mais c'est bien de savoir que ça existe. Et quand on a besoin de débugger quelque chose au niveau de HTTP, et ben là on va plus utiliser curl ou wget, ou si vraiment on veut faire un truc bizarre, on peut toujours utiliser telnet si on a envie, mais la plupart du temps, curl, ça suffit déjà largement. Donc c'est les 5 concepts de réseau ultra importants à comprendre en tant que dev pour pouvoir level up. Et pour pouvoir aller encore plus loin dans ta carrière, c'est intéressant de connaître les concepts de système design. Donc pour ça, je te laisse aller voir cette vidéo.